Allez, c'est parti pour un nouveau live. On va parler Silver Economy, les enjeux de la Silver Economy. Et pour en parler, deux spécialistes. D'une part, Alban Gauthier. Alban, bonjour. Bonjour Frédéric. Alban, vous êtes directeur général délégué chez Fidexi. À vos côtés, il y a David Régin. David, bonjour. Bonjour. David, vous êtes directeur commercial chez Consulting Group. On vous a réunis puisque la Silver Economy, un des premiers postes, ça reste quand même, il y a les soins bien sûr, c'est important, mais ça reste le logement. Ça reste l'immobilier, le foncier. Oui, tout à fait. Alors, pour parler de tout ce qui est Silver Economy, il faut peut-être replacer tout ça dans un contexte qui est celui d'un fait acquis, c'est la démographie. Voilà, la démographie. Pour en parler, on a l'habitude de scinder 2 décennies les personnes qui ont entre 75 et 84 ans et les personnes qui ont au-delà de 85 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'approche d'un Alpe d'Huez de la démographie. Je ne sais plus qui employait cette expression il n'y a pas si longtemps, parce que vous avez en 2020 à peu près 4 millions de 75-84 ans, et on va passer à plus de 6 millions de 75-84 ans dans la décennie entre 2020 et 2030. Une accélération ? C'est une explosion. L'accélération, je trouve que le mot est très faible. C'est une explosion de plus 50%. En 10 ans, en juste 10 ans. Et après, sur la deuxième... Ça veut dire des besoins énormes. Des besoins gigantesques qu'on n'a jamais connus par le passé, qui a fait l'objet d'un plan logement dans les années, dans l'après-guerre, et qui aujourd'hui vont poser évidemment énormément de problèmes pour l'adaptation du logement. Et juste pour terminer c'est ce mur démographique, à partir de 2030 notamment, vous allez avoir cette explosion par translation qui va être pour les personnes au-delà de 85 ans. Les personnes dépendantes, exactement, qui vont passer de un peu plus de 2 millions à 4,8 millions. C'est pareil, c'est une explosion gigantesque. À une époque, on parlait du 3e âge, on en est au 4e, voire au 5e âge. Oui, alors on n'emploie plus forcément ces termes-là aujourd'hui. D'un point de vue, les démographes parlent de personnes seniors et les découpent en personnes, on va dire, robustes. Ouais. Ensuite, on passe dans une phase de fragilité. On peut faire des allers-retours d'ailleurs entre la robustesse, on va appeler ça comme ça, et la fragilité. Et ensuite, on passe dans un stade de dépendance où là, il y a de l'irréversibilité la plupart du temps. Et donc, il faut un habitat qui soit propre à toutes ces typologies de personnes seniors. Ça veut dire, et là je me tourne vers David, des besoins en infrastructure énormes. Alors, des besoins en infrastructure, et puis ce que vient d'évoquer Alban, c'est la nécessité d'avoir des logements qui sont adaptés à chaque époque, finalement, du vieillissement. Au fond, c'est pour ça qu'on fait un peu cette distinction entre les personnes autonomes et non autonomes. Les personnes non autonomes. Les personnes autonomes peuvent rester chez elles. C'est un choix. En fait, c'est un choix de vie. C'est-à-dire, elles ont la possibilité de rester chez elles. Elles peuvent se faire accompagner selon leurs moyens, selon leur lieu d'habitation, etc. Avec des services, c'est les services qui viennent à domicile. Exactement. Ou faire le choix, on y viendra, d'aller dans des structures un peu dédiées, de type résidence service senior, mais ça reste un choix de vie. Par contre, pour les personnes non autonomes, là, on sort du... Il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix, voilà. Et il y a cette absolue nécessité de pouvoir gérer ce grand vieillissement. On parle souvent d'Alzheimer, mais on sait pour n'importe qui a vécu ça dans sa famille ou autre, on ne peut pas conserver quelqu'un qui a Alzheimer, même les enfants. Et puis la vie a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants souvent sont dispersés. Si on reprend, sans retourner il y a très très longtemps, mais enfin, les enfants s'occupaient encore pas mal de leurs parents. Alors peut-être qu'ils vieillissaient un peu moins tard, mais en tout cas, ils s'en occupaient. Aujourd'hui, c'est presque un mouvement sociologique, c'est-à-dire qu'on a à la fois un vieillissement, mais on a aussi une façon de traiter, ou en tout cas de s'occuper des seniors qui a évolué. Et donc, on se tourne vers des structures qui sont dédiées à ça. Alors, évidemment, dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Parce que ce besoin d'infrastructure, moi j'ai un peu le sentiment, on va pas ouvrir ce débat, j'ai un peu l'impression que quand même en France, on est sur la queue de la comète de l'État-providence, que les financements sont en train de se tarir, donc il y a un besoin qui explose, et le financement en infrastructure, mais il va venir du privé, non ? Alors, l'État s'appuie déjà fortement sur le privé pour prendre en charge l'habitat de ces personnes, qu'elles aient entre 75 et 84 ans. Encore une fois, on est dans la caricature, mais c'est pour bien comprendre les phénomènes en face. Quand on est en début de parcours de fragilité en personne senior, et après, quand on est dans la dépendance, comme l'évoquait David. Mais aujourd'hui, le privé a pris en main un certain nombre de cette transformation de l'habitat, notamment avec les résidences services seniors d'un côté, avec les EHPAD de l'autre, et avec de multiples
autres réponses. Il faut savoir qu'avant, on avait des réponses extrêmement binaires. Il y a encore 20 ans, on passait du domicile à l'EHPAD avec un stade intermédiaire à l'hôpital, et puis souvent on ressortait de l'EHPAD pour aller à l'hôpital et puis malheureusement décéder derrière. Ouais. La réponse aujourd'hui, elle est multi-infrastructure, elle est multi-service, la réponse est matricielle entre une offre de service qui va au domicile du patient, du malade, qui va vers la personne âgée. On s'adapte et on adapte et l'infrastructure et le service. Et il y a énormément de réponses. Tous les acteurs du privé et public avec le cadrage, on va dire, de la fonction publique est à l'œuvre pour transformer ce secteur et à apporter une réponse, on va dire, un petit peu adaptée à chaque séquence de vie, à chaque séquence de la dépendance, de la fragilité d'une personne senior. Oui, David, c'est ce que vous disiez. Oui, et puis il faut pas oublier que l'État-providence que vous évoquez, qui date du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il a prévu une assurance maladie, il a prévu une assurance vieillesse, mais il n'a pas prévu, en fait, il n'y a pas aujourd'hui de couverture pour la très grande dépendance. Donc, l'État n'a pas d'autre choix, soit de créer, en fait, mais une charge supplémentaire, et on le sait qu'on est déjà dans un pays où les charges sont très élevées, et l'autre choix, c'est finalement ce qui se passe, c'est-à-dire de confier, même si les structures peuvent être publiques ou privées, ou un accompagnement à domicile. Alors, il y a évidemment un certain nombre d'aides qui existent, mais quand même, fondamentalement, ce sont aux personnes elles-mêmes ou aux familles des personnes d'assurer en fait le financement, parce que ce financement public, il n'existe pas aujourd'hui. Et on l'évoquait tout à l'heure, ce mur démographique, on n'est qu'au début du mouvement, puisque finalement ce baby-boom, les gens nés au lendemain de la guerre, ils ne sont même pas encore tout à fait dans cette grande dépendance aujourd'hui. Donc, quand on évoque ça, on a déjà les prémices, on citait quelques chiffres, etc. Enfin, quand on regarde les évolutions sur les personnes de plus de 85 ans, voire les centenaires, c'est une véritable explosion et qui est devant nous. Voilà. Et donc, pas de financement réel public. Et donc, c'est finalement aux familles, aux personnes elles-mêmes d'assurer le financement de leur hébergement. Ouais, ça se prépare. C'est une stratégie qui se gère dans le temps. Moi, ce que je retiens, ce que vous disiez l'un et l'autre, c'est que on avait à une époque une offre un petit peu binaire. Soit on était chez soi, soit on allait en EHPAD, et puis éventuellement avec des allers-retours, des allers-retours à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a une offre de maintien à domicile qui s'est étoffée. Il y a EHPAD, mais entre les deux, il y a résidence senior avec des services. Et puis, j'ai l'impression que le marché lui-même de la résidence senior, c'est un peu segmenté. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'on avait cette image que la résidence senior, c'était nécessairement très cher. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu segmenté, non? Alors, oui, ça s'est segmenté. D'abord, il faut quand même rappeler que c'est un segment qui est relativement récent. C'est-à-dire que on a eu des modèles différents. On a eu des modèles de propriétaires occupants d'abord, et puis on a basculé parce que le vrai modèle viable, en fait, c'est celui avec un exploitant professionnel, des investisseurs, des locataires occupants. Oui, parce qu'il y a des services. Parce qu'il y a des services, et donc il faut un exploitant. C'est des services un petit peu techniques. Exactement. Il faut d'abord être un spécialiste, et puis il faut savoir gérer l'ensemble de ces services. Et effectivement, on a plutôt eu au départ une approche plutôt par le haut de gamme, avec beaucoup de services, vraiment quelque chose très proche finalement de ce qu'on peut retrouver dans un hôtel un peu luxueux, avec 3-4 étoiles, avec éventuellement une piscine intérieure, avec un restaurant, cinéma, avec un salon de coiffure, enfin voilà, beaucoup de services, mais finalement, ça s'adresse à une frange extrêmement fine de la population des seniors. Parce que quand on parle de loyer à partir de 1500, je parle de loyer pour les locataires finaux, donc ces personnes seniors, à 1500 ou 2000 ou 2500, voire plus encore dans certaines résidences. Je rappelle que le montant moyen de la retraite en France est de 1500 €. Bon, donc ça s'adressait... Ça veut dire que le marché n'est pas, sur le très haut de gamme, il n'est pas complètement solvable, quoi. Ça n'adresse qu'une partie de la... En tout cas, ça n'adresse évidemment qu'une petite partie des seniors. Donc, ce qu'on voit, c'est une évolution, et c'est bien normal, parce qu'encore une fois, le vieillissement, il concerne tout le monde, les plus riches comme les moins riches. Et donc, on voit une évolution avec aujourd'hui des exploitants qui sont, alors, comme on le disait, très haut de gamme, moyenne gamme peut-être pour certains, et plus entrée de gamme pour d'autres. Et donc, qui visent finalement, je le rappelais tout à l'heure, 1500 € grosso modo à la retraite moyenne, et qui vont viser 80% de la population des seniors, sachant qu'on sait que le reste à vivre, et pas tout à fait, les besoins sont pas tout à fait les mêmes que quand on a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire qu'on peut avoir un senior qui a 1500 € de retraite et qui va aller louer un studio pour 750 €. Alors, il y aura éventuellement moins de services,
La possibilité, en tout cas, d'en choisir plus à la carte, moins de formules, tout compris, etc. Mais une capacité de remplissage qui est plus rapide, parce que faut pas oublier que dans une résidence service senior, l'enjeu pour un exploitant, c'est le remplissage de sa résidence. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne, il faut que ça se remplisse. Donc voilà. Donc on voit arriver des modèles différents. Nous, on a travaillé avec différents types d'exploitants sur ce type de modèle. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de tickets pour l'investisseur, on va avoir des tickets plus ou moins élevés? Alors, c'est la conséquence. C'est la conséquence. C'est la conséquence de cette gamification. Je crois que c'est votre terme, David. Donc c'est pas bien. Je vais rendre à César ce qu'il y a à César. Une sorte de gamme. Mais effectivement, quand vous avez des gammes différentes, c'est comme la nuit d'hôtel. Vous avez la nuit du Formule 1 à 60 ou 80 euros, et puis vous avez la nuit en palace à 1000 euros. Donc vous adaptez effectivement en fonction de qui vous êtes. Et donc ça veut dire que pour les investisseurs, les tickets d'entrée vont être différents. Alors ça va dépendre évidemment de l'emplacement. Ce qui va différer, c'est plutôt la typologie de logement. C'est-à-dire que quand on va sur des résidences seniors qui s'adressent au plus grand nombre, on va avoir par exemple, alors on sait que la typologie classique en résidence senior, c'est essentiellement du T2. On a quelques T3 parce qu'il y a quand même quelques couples qui viennent, mais c'est souvent du T2 et un tout petit peu de studio. Nous, ce qu'on voit, c'est des résidences sur lesquelles on va avoir justement, puisqu'on s'adresse à un plus grand nombre, donc pour limiter entre guillemets le montant du loyer final, on va avoir une typologie de studio plus importante, par exemple. Donc nécessairement, ça va baisser un peu l'enveloppe de prix. Mais après, vous pouvez très bien avoir ce type de résidence dans des secteurs où le prix de l'immobilier est relativement élevé, et donc on aura un ticket qui peut différer selon la typologie de résidence. D'accord, c'est clair. Vous confirmez? Oui, tout à fait. L'offre est variée. Après, je trouve qu'on caricature aussi beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses dans la presse. On pourra en reparler après avec les EHPAD, qui est une autre réponse. C'est un peu à grands traits, fatalement. Non, mais le pouvoir d'achat de la personne retraitée en France est loin d'être aussi catastrophique que ce qu'on en dit. Oui. Quelques chiffres, enfin 2 peut-être. Allez. 75% des personnes retraitées sont propriétaires de leur résidence principale. C'est bien évidemment bien au-dessus des actifs, et c'est en progression depuis 20 ou 30 ans. Donc ce capital, il peut servir aussi pour financer derrière son nouvel habitat, son habitat qui est un petit peu, qui doit évoluer. Et puis le patrimoine de ses clients est lui-même assez financiarisé. Il y a la carte de ce patrimoine qui est financier. Donc vous pouvez le mobiliser de manière assez rapide pour vous déplacer dans une résidence qui sera adaptée. Donc c'est un peu les nouveautés, et on n'est pas dans un pouvoir d'achat qui baisse. Le pouvoir d'achat du retraité a plutôt augmenté, contrairement aux idées reçues depuis bien longtemps. Et donc on n'est pas dans un système du revenu de vieillesse. On la plupart du temps, il y a une partie de la population qui est très solvable pour se tourner vers un habitat un peu différent et pouvoir aller chercher des services qu'ils souhaitent aller chercher dans une population qui n'est pas les mêmes. Les personnes âgées d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les personnes âgées d'il y a 20 ans. Enfin, je sais pas si on peut en dire 2 mots. Oui, parce que moi, je suis un peu plus vieux que vous, messieurs, mais j'ai souvenir qu'effectivement, quand j'étais gamin, à 60 ans, on était une personne âgée. Et les gens partaient à la retraite à 65 ans, et le coiffeur du coin, à 67 ans, il était mort, quand même. Alors, l'espérance de vie n'était pas la même, mais même la psychologie, on peut faire un peu de sociologie. Les retraités, enfin les personnes qui ont 75 ans en 2020, il faut pas avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre, c'est des gens qui sont nés en 1945, et ils avaient 20 ans à la fin des années 60, la génération, on va dire, qui a connu mai 68. Ces populations-là, ils ont été biberonnés à la liberté, à l'autonomie, au consumérisme, à la façon de consommer du service, voire même et donc ils ont une approche différente de la notion de service et d'habiter chez soi. Ils ont mis souvent, la plupart du temps, leurs parents en EHPAD, et donc ils ont une approche de l'habitat qui n'a rien à voir avec nos aînés d'avant-hier. C'est pour ça que cet habitat doit évoluer en permanence, c'est pour ça que cette offre de service qui est proposée, doit être complètement différente de ce qui pouvait se passer il y a 20 ans. On n'est plus dans l'institution EHPAD comme on pouvait l'être, on passait de chez soi à l'institution. Là, on peut aller vers des modalités d'habitat qui sont complètement différentes et qui répondent à une demande, on va dire, de la personne âgée qui n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Et oui, on parle concernant la retraite, de troisième vie. Enfin, il y a une expression, on dit c'est une nouvelle vie qui démarre, et les gens n'ont pas
Non, c'est effectivement une nouvelle vie. Et puis, il faut pas oublier que les deux grands facteurs qui expliquent l'arrivée d'une personne, qui est souvent une personne seule quand même, en résidence service senior, et une femme, et souvent autour de 85 ans. Bon, vous avez des gens plus jeunes, bien sûr. Mais les deux critères quand même qui sont le plus souvent mis en avant, c'est la sécurité. Parce que on sait, on est dans une société qui parfois peut être un peu compliquée, et les personnes âgées sont extrêmement démarchées, ne serait-ce que ça, en permanence, continuellement, etc. Et puis la resociabilisation, c'est-à-dire qu'on le sait, il y a une espèce de je l'évoquais tout à l'heure, les enfants, les familles sont souvent moins présentes qu'elles n'ont pu l'être, et puis vous avez des personnes veuves ou veufs qui se retrouvent en fait un peu seules. Et ça, pour le bon vieillissement, si on peut dire, c'est pas bien, quoi. Et donc, je pense qu'on vieillit, le vieillissement s'accélère à partir du moment où on n'a plus de vie sociale. Exactement. Et donc, ce qu'ils retrouvent dans une résidence senior, et ça c'est très important, c'est une resociabilisation. C'est le fait de se retrouver ensemble. Il suffit de discuter avec un directeur ou une directrice. Vous, sur les opérations que vous gérez, parce qu'effectivement, résidence senior, on se dit, c'est de l'habitat avec une couche, un peu de service, un peu le kiné qui passe. Il y a toute cette dimension resociabilisation. Oui, on fait évidemment. quoi concrètement Qu'est-ce qu'on met comme service? On met, on l'a évoqué, un certain nombre de services. La restauration, c'est important. Parce que d'avoir un restaurant, c'est important, parce que des fois c'est tout ce qui nous reste finalement, c'est de manger correctement et de se faire plaisir tout simplement. C'est très important. Vous avez un certain nombre d'activités qui sont réalisées en groupe, alors que ce soit des visites qui sont faites à l'extérieur, ils prennent un minibus où vous vous inscrivez et puis vous allez. Mais ça peut être. Récemment, j'étais dans une résidence senior et la directrice m'expliquait que quand il y a un match de foot, par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent et elle les laisse même dans la salle commune, regarder le match de foot ensemble. C'est des choses aussi simples que ça qui participent à la resociabilisation. Après, ça peut être des projets communs qui peuvent être menés. Ça peut être du jardinage, exactement. Un potager. Ça peut être le fait de faire venir des écoliers, des choses comme ça dans une commune. C'est important la dimension locale et de la commune parce que souvent les maires sont intéressés par ce type de résidence. D'abord, c'est un besoin qu'ils ont, et puis ça permet de créer comme ça un tissu associatif aussi qui va venir. Il y a les services qui sont dans la résidence et puis vous avez tout le reste qui viennent de l'extérieur. La bibliothèque. Et qui participent comme ça à cette vie commune avec la liberté, parce que c'est quand même ça qui est important, d'y participer ou pas. Oui, bien sûr. Voilà. Et ce que fait d'ailleurs, il y a une étude que j'invite nos spectateurs à regarder, qui est sortie aujourd'hui et qui explique que, alors ce qu'on intuitait, c'est que l'espérance de vie augmente si on est en bonne santé, si on se nourrit correctement, si on dort à peu près correctement, etc. Mais il y a une hygiène de vie correcte, quoi. Voilà. Mais le phénomène un peu nouveau alors j'ai découvert, mais pas dans ces proportions-là. Enfin, je m'attendais pas à ces proportions-là. Et ça date de ce matin. Je l'ai lu dans la presse ce matin, dans un canard qui s'appelle Le Figaro. La restitution de cette étude, c'est que l'associabilisation est un facteur d'augmentation très très forte de l'espérance de vie. C'est quelque chose qui a été mesuré sur un panel de personnes extrêmement large et qui prouve effectivement que tous ces services qui sont amenés et qui évitent l'isolement, parce que c'est un vrai enjeu effectivement de la personne âgée qui a perdu son conjoint et qui se retrouve à 20 km d'une ville dans une agglomération, mettre fin à cet isolement avec une famille un peu éparpillée au coin de la France, ça permet de vieillir dans de meilleures dans de meilleures conditions et d'éloigner effectivement pour quelques années la fragilité. On a parlé des résidences seniors services avec un phénomène de gamification. Il y a le maintien à domicile, il y a le développement d'une offre d'hospitalisation à domicile, parce que ce qu'on dit aussi, c'est que les gens, c'est important de les garder dans leur environnement, là où ils vivent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, là où ils ont leurs voisins, leurs souvenirs. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a, alors c'est une spécificité de Filexis, qu'on travaille dans de réponse aux enjeux de santé depuis bientôt 30 ans. On parle souvent du domicile et puis de l'EHPAD. On a parlé de la résidence senior, qui est effectivement une sorte d'offre de logement un petit peu intermédiaire, où on va trouver toute cette vie sociale, etc. Et on va dire la prise en charge de la dépendance. Mais il existe énormément de réponses par territoire, et les territoires sont pas les mêmes. On n'est pas du tout dans les mêmes enjeux quand on est dans le sud que quand on est dans le centre de la France. Les collectivités locales sont acteurs. Enfin, ça les intéresse. Via les ARS, via tout ça. Oui. Et à titre d'exemple, on commercialise une résidence à Drancy. Le maire est très investi
en fait, dans le développement de cette résidence senior, avec les CCAS locaux, avec l'ensemble des associations qui regroupent des seniors et qui permet à l'exploitant, au fond, je l'évoquais tout à l'heure, la montée en charge, qui peut être un peu longue sur une résidence senior, d'assurer un remplissage rapide, 50% au bout de quelques mois, ce qui est beaucoup pour une résidence senior, parce que ça correspond, et là justement on est sur une résidence où on est un peu plus en entrée de gamme, avec un prix de foncier qui a été extrêmement mesuré, on va dire, pour permettre justement de trouver l'équilibre économique. Et pour rebondir sur ce que disait Alban sur l'hospitalisation à domicile, ou en tout cas le suivi à domicile, on se rend compte par expérience que contrairement à certaines idées reçues, c'est pas forcément les résidences seniors. Alors, évidemment, j'exclus peut-être la région parisienne, mais dans les grandes métropoles en province, c'est pas forcément la résidence senior qui est en plein centre-ville qui fonctionne le mieux en termes de remplissage. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui vit dans son appartement, qui a en plus des moyens en centre-ville, qui a des moyens corrects, il peut assurer entre guillemets son vieillissement de façon assez facile. En revanche, quand vous êtes dans des zones, des villes plus secondaires ou un peu à l'extérieur des villes, c'est là où finalement les gens vivent dans un habitat, vous savez, les maisons des années 70, en sous-sol surélevé, etc. Et quand il y a une femme seule qui se retrouve en plus avec un grand jardin, là, ça devient un peu compliqué. Voilà. Et finalement, on s'aperçoit que la résidence senior répond très bien parce que le maintien à domicile est un peu plus compliqué, encore une fois, que dans un appartement de centre-ville. On peut rester assez longtemps, que ce soit dans le centre de Nantes, dans le centre de Lyon, dans le centre de Toulouse, contrairement soit à des villes plus secondaires, ou surtout des gens qui habitent un peu en périphérie, à 20-30 km de la ville. Bon, là, le maintien à domicile est plus compliqué. C'est clair. Alban, vous vouliez rajouter un point ? Oui, certes. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait David, et puis après, je vais terminer mon propos tout à l'heure, mais effectivement, l'État quand même met en place un certain nombre de services, et notamment va mettre en place, non pas ma prime rénov, mais ma prime adapte, pour répondre à ces enjeux de personnes qui habitent dans leur pavillon surélevé avec des contraintes d'escalier, de chute, et pour adapter le domicile de la personne. Donc ça, je crois que ça va être mis en place à partir de la deuxième partie de 2023 ou début 2024. Ça permettra de financer une partie des travaux d'adaptation. Et puis de la prise en charge de sa dépendance. Il y a des vrais enjeux autour notamment de la chute. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, il y a à peu près 100 000 chutes par an à domicile, qui ont un coût à peu près de 2 milliards d'euros pour l'État, pour l'assurance maladie, et ça génère quand même 10 000 décès par an, c'est pas rien, et donc il y a des vrais enjeux autour de l'adaptation du logement à domicile. Mais pour revenir et pour prendre un petit peu de hauteur sur tout ce qu'on explique, la résidence service senior est évidemment une des réponses dans le parcours. Aujourd'hui, c'est l'organisation matricielle dont il s'agit. Il y a l'exploitation, il y a le service et il y a l'infrastructure. Évidemment, David, chez Consultim et nous, chez Fidexi, on travaille sur ces infrastructures, mais pour répondre à ces besoins d'exploitation. L'un des exemples qu'on explique, c'est qu'au-delà donc du domicile, alors on fait aussi des soins médicaux et réadaptation qui ont des spécialités dans le domaine de la dépendance. On a donc c'est HAD, donc je vous parlais, Frédéric. HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. On finance via des clubs deals des grands plateaux, des grands bureaux, pour réaliser à domicile du patient ou du malade des soins comme s'il était hospitalisé à l'hôpital, mais ça se passe chez lui. Donc moins on va dire avec pour le patient, c'est bien plus bénéfique parce qu'il n'est pas déraciné, entre guillemets. L'arrivée à l'hôpital peut être un peu traumatisante pour une personne de 85 ans. Et donc, le fait de le maintenir à domicile peut donner des résultats assez spectaculaires. Des formules. Des infrastructures, des formules, du service. Le service, c'est pas notre métier. Revanche, l'infrastructure, nous, on est là pour répondre à ces enjeux d'exploitation et de service. David, Alban, je ne veux pas casser l'ambiance, mais concernant les enjeux de la silver economy, il y a eu l'affaire Orpea. Ça a cassé un peu... ça a été un gros pavé quand même, l'affaire Orpea. Alors, ça a été un pavé dans la mare. Est-ce qu'on s'en remet ? Est-ce que cette industrie s'en remet ? Mais il y a beaucoup d'émotions autour de effectivement, la prise en charge du grand âge. Évidemment, on a tous autour de nous des personnes un peu dépendantes. Je vous avoue que nous, on a été quand même un peu surpris chez Fidexi, qu'on arrive à jeter comme ça l'opprobre sur des centaines de milliers de salariés, de personnes qui travaillent dans la prise en charge de la dépendance. On peut le comprendre parce qu'il y a un peu d'émotion. L'important, c'est de savoir ce qui ressort de tout ça. Et je vous ai amené, alors le rapport du Haut Commissariat au Plan. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Haut Commissariat au Plan. C'est ce qui est en charge de planifier les grands travaux de l'État pour répondre aux enjeux de société.
Ça a l'air épais, hein. C'est assez épais. Moi, nous, on est effectivement, on est très preneur de ce genre de rapport. Donc, c'est quand les baby boomers auront 85 ans au commissariat au plan, que dit ce rapport? Parce qu'effectivement, on pouvait se poser la question de la pertinence du modèle d'EHPAD, de la pertinence de tout ça. Ils affirment haut et fort, en page 29, j'invite tous vos téléspectateurs à les regarder, qu'on ne pourra pas se passer des EHPAD, ni aujourd'hui, ni demain. Il faudra même en créer de nouveaux pour accompagner l'explosion démographique des 85 ans et plus. Donc la question, c'est pas de savoir s'il faudra ou non remplacer ces 7400 structures, c'est 7400 structures. Il y a peut-être un opérateur qui a dérapé à un moment donné pour des raisons de financiarisation excessive de son modèle, mais voilà, ils expliquent clairement qu'il faut juste le faire évoluer, il faut peut-être le tourner davantage sur l'extérieur, et j'irai même plus loin, parce que l'État, dans sa communication, a participé à cette émotion collective un peu négative autour de l'EHPAD. Mais la loi de financement de la sécurité sociale de 2022 a prévu de confier aux EHPAD une nouvelle mission facultative de centre de ressources territoriales. Ils veulent que l'EHPAD demain devienne un plateau de ressources pour un territoire donné. Quand on jette l'opprobre sur une profession, la conclusion qui leur sort 1 an et demi plus tard, c'est de dire finalement, de toute façon, 6 mois plus tard, il faut ouvrir, il faut aller encore plus loin dans les missions confiées à l'EHPAD. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a des enjeux, il y a la dépendance qui augmente très fortement et il faut s'appuyer sur ces centaines de milliers de professionnels qui prennent en charge la dépendance au quotidien dans ces 7400 structures et aller beaucoup plus loin. Alors, ok, vous êtes l'un et l'autre des professionnels. On va revenir tout à l'heure sur l'offre que vous proposez, mais vous disiez, il faut qu'il y ait un minimum de vigilance. Quels sont les facteurs de vigilance, les mises en garde face à des investisseurs qui se disent effectivement, il y a un phénomène sociologique qui est le vieillissement de la population, c'est un thème d'investissement. C'est quoi les facteurs de vigilance? Juste pour revenir quand même, pour compléter, Consultime, on connaît très bien l'EHPAD, hein. Ça fait 28 ans qu'on fait des EHPAD, que ce soit sur le marché du neuf ou le marché de l'ancien. Bon. L'affaire Orpea, oui, elle a eu des conséquences sur le marché. Je vous donne juste à titre d'illustration, on a une grosse activité, ce qu'on appelle le marché secondaire de l'immobilier géré. En 2021, avant l'affaire Orpea, 55% de nos ventes, c'était de l'EHPAD. Pourquoi? Parce que des EHPAD sur le marché du neuf, il y en a très peu. Il y a les gens qui souhaitent investir dans un EHPAD, beaucoup passent par le marché secondaire. L'an dernier, après l'affaire Orpea, c'est 15% de nos ventes sur le marché secondaire. Bon, donc effectivement, ça a impacté durablement. Et en plus, Orpea s'est retrouvé dans une situation financière compliquée. C'est la Caisse des dépôts, bras armé de l'État, qui a repris la main sur Orpea. Et qu'Orpea ait fait des pratiques effectivement un peu douteuses, immorales, etc., et que le cas échéant se soit sanctionné, nous on trouve ça totalement normal. Effectivement, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les EHPAD, c'est un peu comme les cliniques privées ou la médecine de ville. On peut pas faire aujourd'hui de médecine en France uniquement avec la médecine publique. Donc les EHPAD ont leur rôle absolument fondamental. La conséquence, pour être très clair, elle est d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, on est dans un mouvement, si on s'adresse aux investisseurs, dans un mouvement généralisé de hausse des taux, ce qui n'est pas sans conséquence, évidemment, sur les rendements de l'immobilier géré, que ce soit sur le marché du neuf, le marché de l'ancien. Nous, on est mobilisé énormément là-dessus, sur ce repricing nécessaire du marché. Et sur la partie EHPAD, il est évident qu'aujourd'hui, on est obligé de tenir compte du fait de ce qu'on a appelé un peu cette prime réputationnelle, c'est-à-dire ce que vous évoquez, au fond. Mais pour autant, donc ça veut dire qu'on met éventuellement un rendement un peu plus important aujourd'hui, parce que notamment Orpea, on était tombé, y compris sur le marché secondaire, sur des niveaux de rendement qui étaient bas, parce qu'il y avait une demande très forte. Aujourd'hui, il y a non seulement ce mouvement de repricing lié à la hausse des taux, mais en plus, ce qu'on a appelé encore une fois cette prime réputationnelle, dont on est absolument convaincu, d'ailleurs c'est pour ça que c'est une bonne idée d'investir aujourd'hui, qu'elle va disparaître dans les mois qui viennent. Oui, il y a une normalisation. Une normalisation, voilà. Alors, les facteurs de vigilance, pour répondre précisément à votre question, elles sont évidentes. La lecture n'est pas tout à fait la même sur un EHPAD et sur une résidence senior. Sur une résidence senior, c'est vraiment 2 éléments. En tout cas, nous, c'est notre lecture. C'est toujours 2 éléments. Il y a évidemment la partie immobilière en tant que telle, parce que finalement, une résidence service senior, ça ressemble à du résidentiel classique avec des services au rez-de-chaussée. Bon, il n'y a aucune raison que le prix de vente soit décorrélé du marché du neuf, du comparable, la localisation,
du bâti. La qualité du bâti, le prix, le rapport par rapport au prix du marché du neuf, de l'ancien aussi. Et puis, il y a les aspects plus financiers, les fondamentaux. Et ça, nous, on y est extrêmement attachés, c'est-à-dire l'exploitant. Hein, c'est un professionnel et ce qu'il connaît bien. Et puis, au-delà de ça... solide, ou est-ce qu'il va être obligé de faire de la cavalerie, voilà, quoi, c'est ça. Exactement. Et des ratios que nous, on regarde dans le détail, que sont évidemment, on l'évoquait tout à l'heure, les prix auxquels les logements vont être loués, in fine, est-ce que ça correspond bien au marché? Et puis, finalement, le montant que supporte en fait l'exploitant, sur les loyers qu'il va verser aux investisseurs rapportés à son chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est au-delà de la qualité intrinsèque de l'exploitant, c'est vraiment les fondamentaux en tant que tels d'une résidence. Et quand on rentre dans ces ratios, on sait que normalement, la pérennité de l'exploitation est assurée. Donc nous, c'est vraiment ça. Sur un EHPAD, on est évidemment sur une valeur immobilière qui est très différente. On est sur un produit qui est beaucoup plus obligataire, on l'évoquait, qui est beaucoup plus un produit de rendement. Et donc là, la même chose, très grande vigilance sur le montant des loyers par rapport au chiffre d'affaires qui est généré et être très strict sur ce type de ratio. Un EHPAD, il faut pas dépasser 15%, 17% du montant du chiffre d'affaires reversé. Il n'est pas question d'aller verser un loyer pour attirer, alors même qu'il ne le tiendrait pas dans le temps. Donc, oui, grand facteur de vigilance, en fait, sur ce produit, encore une fois, qui est assez obligataire et évidemment moins immobilier en général. Il peut y avoir des exceptions que ce qu'on peut retrouver sur les résidences seniors. Après, on fait signe que le temps qui nous était imparti est déjà dépassé. Peut-être apporter la réponse de Félix sur ce sujet-là. Évidemment, tous ces sujets-là sont importants. Les ratios doivent être regardés aux jumelles. Ils ne sont pas le même en étudiant. On est entre 50 et 60% du loyer et du chiffre d'affaires. En EHPAD, on peut descendre un peu en dessous, mais il ne faut pas dépasser les 18%. C'est un vrai investissement qui demande la même rigueur que si je décidais d'investir sur du Pinel, sur de l'action américaine ou autre. Alors, il y a un modèle d'exploitation aussi à regarder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'immobilier. Même pour une résidence senior, oui, il y a une réversibilité dont parlait David tout à l'heure, mais il y a un modèle d'exploitation à regarder où comment l'exploitant a prévu son business plan sur les prochaines années. Et on l'a systématiquement, je crois que vous aussi, avant du lancement d'opération. Mais il y a un facteur quand même qu'on regarde, enfin, qu'il faut regarder, c'est la signature. C'est-à-dire qu'on peut regarder les ratios, on peut regarder plein de choses, on peut regarder l'emplacement, enfin là. Il y a un moment donné, il faut partir avec des gens qui ont envie d'être dans le partenariat de long terme et qui ont envie de faire leur métier, et qui ont une culture d'exploitation. On a vu quand même quelques initiatives où des exploitants qui venaient d'autres mondes et qui sont mis, on va dire, dans ces métiers. Je ne donnerai évidemment pas de nom d'exploitation, on va dire, pour proposer un produit diversifié. Je crois qu'il est très important de s'intéresser à la culture de l'exploitant. Qu'est-ce qu'il veut faire de son, qu'est-ce qu'il a comme plan de développement dans les prochaines années. C'est la signature qui est essentielle à regarder, une logique de partenariat. Entre vous deux, c'est très concret. Ça sera le mot de la fin. Les mises en garde, c'est effectivement regarder les ratios, regarder la qualité, et ça c'est vrai sur tout foncier, le bâti, la localisation, et puis regarder d'où vient l'exploitant. Est-ce que c'est un métier qu'il fait depuis un certain temps, ou est-ce qu'il est en train de découvrir le métier? Dans ce cas-là, on risque d'essuyer parfois des plâtres. David, Alban, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.